La conférence s'appelle évidemment Vivre et laisser mourir. Ça va commencer, j'espère que le son va marcher parce que c'est un témoignage assez terrifiant. On s'est levé à 1h30 et on a vu le désastre qui était très haute et le confrère qui criait à mort, qui criait, pleurait. Ils sont tous morts, ma femme, mes enfants, ils sont morts. Oui, le son méritait. Alors, ces crues catastrophiques, on va les présenter comme, disons, c'est en forme de tragédie, donc on va essayer de le présenter d'abord en forme de théâtre, théâtre tragique, certes, mais théâtre quand même, et en fait en présentant d'abord les acteurs, puis bien sûr l'action, puis montrer qu'en fait cette pièce de théâtre, elle a été souvent jouée depuis beaucoup d'années. Alors, le rideau, évidemment, s'ouvre sur les protagonistes du drame, et ces protagonistes du drame, c'est d'abord le relief. Pas comme on l'entend, c'est le canigou dans un axe que vous ne verrez jamais, puisque c'est à bord d'un avion, ou très difficilement en tout cas. Et pourquoi ? Parce que très souvent, quand vous regardez les journaux, on vous présente d'abord les pluies cévenoles comme des effets du relief. Or, en gros, si vous voulez, l'air monterait le long des reliefs et puis ça ferait pleuvoir. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est son fil qui est défectueux. Donc, protagoniste le relief, en fait, c'est d'abord un bassin de réception, un bassin versant qui va recueillir les eaux. Et le problème étant qu'en Languedoc ou en Roussillon, les distances entre la haute montagne ou la montagne et la plaine sont très faibles. Et donc les temps de concentration sont, depuis ici, les bassins versants les plus hauts, c'est-à-dire ici le Canigou, puis la concentration est extrêmement rapide, par exemple, dans des vallées qui sont très étroites, donc qui vont amener immédiatement des quantités d'eau phénoménales à la plaine, et en très peu de temps, et qui vont évidemment c'est les Villefranches, pour ceux qui ne connaîtraient point, les Villefranches de Conflans, et amènent évidemment très vite cette eau aux plaines où elle s'étale extrêmement rapidement. Ici, après une pluie qui n'avait rien d'extraordinaire, au nord de l'étang de Canet, il y a des tas de zones, vous voyez, qui sont pas loin d'être rejointes par les habitations, on y reviendra, et donc on a d'abord un cadre topographique qui est extrêmement propice aux crues et aux inondations. Mais d'abord aux crues, puisque en fait la concentration est extrêmement rapide. Deuxième chose, on a des précipitations, puisqu'on va, deuxième acteur, on a des précipitations qui sont proches des records mondiaux. Ici, ce sont des valeurs qui ont été enregistrées par un collègue, par un collègue qui s'appelle Julien. Vous voyez que la France méditerranéenne est très haut ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la France méditerranéenne est ici. Alors comment ça se lit ? Ça se lit qu'en 5 minutes, on peut avoir 50 mm. En 10 minutes, on peut avoir plus, etc. Et à l'intérieur de tout cela, évidemment, la Catalogne est très bien placée, si j'ose dire, puisqu'on peut avoir des précipitations, ça c'est par journée, en une journée de 800 mm, et en fait, on a certainement beaucoup plus dans certains épisodes pluvieux qui sont, par exemple, l'épisode de 99, sans même aller sur la montagne, et même si ce n'est pas tout à fait la Catalogne, on a eu sans doute 800 mm sur les Corbières. Donc 800 mm en 24 heures, c'est quelque chose, vous savez, qui est proche de ce qu'on enregistre là où on enregistre les records mondiaux de précipitation, c'est-à-dire à La Réunion. C'est un département français un peu éloigné, mais on obtient des totaux qui sont pas loin des précipitations mondiales, supérieures en tout cas au pays de mousson, supérieures à l'Inde.
hein, puisque certes on évoque toujours les grands chiffres de l'Inde, 11 mètres d'eau à Cherrapunji, 19 mètres à Mausiram, mais on oublie de dire que c'est sur 3 mois, 4 mois, et qu'en fin de compte, l'étalement des précipitations les fait fortes, mais peut-être pas si dangereuses. Alors évidemment, pour s'éviter ce problème, les hommes tentent, en Roussillon, ici, c'est au-dessus du lac de Vinça, que d'une manière générale en Languedoc, ont eu tendance à aller coloniser les versants. D'où les terrasses de culture, évidemment, qui ont été abandonnées. L'eau servant seulement pour trouver la force motrice, qui permettait à l'époque, par exemple, de moudre le grain, et à partir d'yeux, ici celui de Boule-Ternaire, l'ancien moulin de Boule-Ternaire, qui permettait évidemment de fournir la force tout au long des canaux, qui était à la fois force motrice pour tourner les meules, et au fond nourrir les gens. Sauf qu'au XIXe siècle, un changement radical s'opère, le train arrive, et à partir du moment où le train arrive, l'eau n'a plus la même utilité. Les céréales viennent facilement du nord de la France, et il est plus facile de cultiver du blé en Beauce qu'ici. En fin de compte, on va convertir les paysages, on va descendre dans les plaines et les convertir en paysages de huerta. Certes, il y avait les canaux au Moyen-Âge, mais les canaux au Moyen-Âge n'avaient pas pour fonction de faire du fruitier. On faisait là aussi de la céréale partout, hein, il fallait manger. Et donc on a eu une conversion assez forte des systèmes agro-pastoraux, on va dire, pour faire large. Et évidemment, non seulement on va s'installer dans la plaine, mais pas n'importe où dans la plaine, parce qu'on va encore profiter d'un système qui est un système d'inondation. Le train arrive, on n'a plus vraiment besoin de faire du blé, par contre on a besoin de faire du vin, j'allais dire du pinard, pour faire boire les ouvriers du nord de la France, et surtout en 14-18 les poilus. Et puisque on va cultiver la plaine et la vigne de plaine, on va se trouver face à un agent redoutable qui est le phylloxéra, et pour lequel il y avait une seule solution à l'époque, c'était d'inonder. Donc on va faire de la vigne inondable. Et on va au fond favoriser très largement l'inondation de la plaine pour des raisons qui sont évidemment très clairement agricoles. Donc au fond tout a été fait pour qu'on puisse inonder les plaines. Elles s'y prêtaient bien, elles sont très plates, les fleuves arrivent puissamment, il y a des bonnes pluies, on peut inonder. Et on a inondé pendant très longtemps, non seulement d'ailleurs pour tuer le phylloxéra, mais pour faire pisser l'aramon, c'est-à-dire augmenter les rendements du vignoble. Il y a des coopératives qui l'ont fait et qui obtenaient des rendements absolument fabuleux en hectos par hectare. Je ne donnerai pas les chiffres, mais je crois que j'ai entendu parler de 400 hectos par hectare, ce qui est assez fabuleux. Le vin devait être horrible. D'ailleurs, ce qui fait qu'on faisait venir du vin d'Algérie pour augmenter le degré. Ils veulent réarroser les vignes pour augmenter. Hein. Alors évidemment, les hommes se mettent où dans ce cas-là? Ben, ils ne sont pas fous. Ils vont se mettre sur des reliefs, comme à Béziers ici, et s'arranger pour que l'eau puisse passer. Vous voyez que le pont, ici, qui est au pied de la vieille ville de Béziers, a des yeux qui favorisent évidemment l'écoulement lors des crues et qui évitent l'embarquement du pont. Seulement, voilà, les choses changent. On a autrefois des vieux noyaux refuges sur des reliefs relativement élevés ici. Par exemple, en Roussillon, les villages étaient tous sur ce qu'on appelle des tourons, c'est-à-dire des petites buttes qui ne sont pas très élevées au-dessus de la plaine, mais 1 mètre ou 2 suffisent largement parfois pour éviter l'inondation. Sauf que depuis 40 ou 50 ans, on se trouve face à une France qui a tendance à grandir. Un petit peu en général, pas mal en Languedoc-Roussillon, beaucoup dans les Pyrénées-Orientales et énormément, évidemment, dans l'aire urbaine de Perpignan, mais pas seulement. Dans les aires urbaines, en général, du Languedoc-Roussillon. 3000 habitants supplémentaires chaque année, il faut les caser, et je rappelle que, parce qu'on peut toujours dire un habitant, ça coûte 15 mètres carrés, c'est pas vrai. Un habitant, ça coûte 400 mètres carrés, parce qu'il faut lui construire des écoles, en plus il faut l'éduquer.
il faut lui construire des stades. Alors là, je ne suis pas partisan, mais bon, peu importe. Donc il faut loger tout ce monde-là, et évidemment, on va voir un développement très considérable dans les plaines, parce que c'est le plus facile. Ici, vous avez Bompas en arrière-plan, hein, Bompas aérien. Il faut le loger, et évidemment, c'est plus facile dans les plaines que vers les amont. Et on a une extension extrêmement forte des villes, une croissance des villes extrêmement forte en Languedoc-Roussillon. Non seulement les villes elles-mêmes que vous avez à gauche, hein, à part Béziers, mais Béziers, c'est pas la ville de Béziers qui pousse, c'est autour. Mais par contre, quand vous regardez les banlieues, si j'ose dire, si on peut appeler ça comme ça, on a des croissances qui vont de 0 à 35, enfin oui, de 0 pour 7, même de moins quelque chose, jusqu'à 35% de croissance en 10 ans. Hein. Donc vraiment une marée de maisons absolument impressionnante. Or, ces maisons, encore une fois, on les voit, c'est pas difficile. Un Nîmes, ça encore c'était pour, dans une situation particulière, c'est la ZAC de Nîmes, c'était pour loger les rapatriés d'Algérie. Mais un peu partout, là à Montpellier, tous ces lotissements que vous voyez du côté de l'est de la carte, l'aéroport est tout à fait à droite, ces lotissements évidemment sont dans des plaines viticoles et dans des plaines inondables. C'est Montpellier, c'est un Béziers, tout simplement, et on voit à nouveau des lotissements qui s'écartent évidemment des points hauts qui sont à gauche de l'image. C'est évidemment Narbonne, où la ville elle-même était un peu légèrement surélevée, mais toute la zone industrielle, l'espace liberté et tout le secteur ici est parfaitement, l'aérodrome, pardon, qui est à droite, sont bien mouillés, peuvent être très bien mouillés en tout cas. Et puis évidemment Perpignan. Alors Perpignan, ici l'image est un peu plus haute, hein, mais Perpignan qui peut également prendre l'eau assez facilement, dans la mesure où il a fallu d'abord développer. Or, ce développement, il se produit où? Eh bien, si on prend avec des vitesses colossales, les zones urbanisées en Roussillon, vous voyez qu'il se produit largement dans la plaine de la Tête. Depuis 1940, on a urbanisé 5500 hectares, mais en fait, pratiquement la moitié dans des zones dont on savait pertinemment qu'elles étaient concernées par un aléa d'inondation. Donc, guère étonnant dans ces conditions-là, évidemment, que ça se produise ensuite. Autre chose importante, c'est la carte dite d'inondabilité de la plaine de Roussillon. Elle n'est pas tout elle est partiellement juste. C'est les zones en rose qui sont inondables. Et où est-ce que la population a cru? Où est-ce qu'on a mis les gens? Eh bien, c'est pas difficile, c'est les ronds rouges. Et si je reviens en arrière, hein, rien que pour vous faire plaisir, vous constaterez, pour faire pédagogique aussi, vous constaterez que c'est bien dans les zones inondables qu'on a mis les gens. Ah. Alors évidemment, maintenant, deuxième, on a posé les protagonistes, on a montré les acteurs, on va montrer l'action. On relève le rideau pour le second acte. Alors, cette action, évidemment, c'est un certain nombre de conditions climatiques qui ne sont pas automatiquement correctement représentées, heureusement d'ailleurs, sinon on aurait des problèmes. D'abord, un système de front, de perturbation, ce sont des cartes au sol. Alors, on voit d'ailleurs une chose intéressante. On vous dit toujours, vous savez, la dame qui, à la télé, pousse les basses pressions vers l'est, que ce soit Evelyne Delia ou autre, etc. Bon, vous voyez que c'est une situation qui a été très grave, hein, là. Eh bien, vous voyez que le point où il y a eu le maximum de précipitation, qui est à peu près celui-ci, n'était pas un point, 1015, c'est l'atmosphère standard au sol, c'est à 0 mètre, c'est 1013 hectopascales, comme on dit maintenant. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément des basses pressions très intenses. Par contre, là où il y a bien perturbation, il y a bien quelque chose qui se passe ici, mais ces nuages ne peuvent pas se déplacer vers l'est pour la bonne et simple raison qu'ici, on a, c'est pas moi qui ai mis le A bleu, on a un anticyclone, donc des zones d'où les vents s'échappent, et dans la mesure où ces vents s'échappent de la zone, eh bien, tout le système n'arrive plus à se déplacer. Donc, les pluies, qui ne seraient peut-être pas très considérables à un moment donné, n'arrivent pas à se déplacer, donc on prend tout sur la tête au même endroit.
Ceci étant, ces cartes, qui sont les cartes les plus fréquentes de la météo nationale au sol, je veux dire, de la météo de télévision, ne sont pas des cartes qui sont révélatrices de la réalité. Ce qui se passe dans l'atmosphère est beaucoup plus important en altitude qu'au sol. On est en septembre, donc il fait chaud, mais s'il fait chaud en altitude, l'air montera difficilement. Ce qui se passe en septembre, c'est qu'en altitude, on a de l'air très froid qui rentre, qui est noté ici par cette limite, avec un air qui est à moins 20, alors à 6 degrés par 1000 mètres, 500 hectopascales, c'est 5000 mètres. Ça fait 5 fois 6 fois 5, 30. À moins 20, alors qu'on est à plus 20 au sol, voire plus 30 en septembre, eh bien, on devrait avoir moins 10, on a moins 20. Donc, il y a une cheminée qui va se créer et qui va permettre une ascendance, une montée très rapide des eaux qui sont, de l'air qui est très humide, puisqu'il fait chaud au sol et qu'il y a la Méditerranée. Et donc, ce sont ces phénomènes conjoints qui vont provoquer les grandes pluies. L'impossibilité des nuages, pour les nuages, de se déplacer. Le fait qu'il y a une grande cheminée qui va faire monter l'air très vite, et évidemment condenser l'humidité qui va retomber sur la tête des pauvres Languedociens et des pauvres Roussillonnais. Ici, ce jour-là, c'était les Languedociens qui ont pris. Ça donne ce genre de choses, hein. L'air monte depuis la Méditerranée, les barbules du vent montrent qu'on va vers le nord, et en fait, on a un système qui est très, très fortement ascendant, avec évidemment une écharpe nuageuse qui se crée. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, on va avoir une situation pluviométrique, de pluviométrie intense. Ça se passe à peu près comme ça, il fait beau, c'est chez moi, mais j'ai photographié, c'est intéressant. En quelques heures, hein, très peu d'heures. Là, pratiquement, la durée de temps, c'est 2 heures à peine. Hein. On va avoir un ciel bien bleu, puis on voit arriver l'entrée d'Est, hein, très basse, mais elle grimpe très vite. C'est pour ça qu'il ne pleut pas forcément sur la montagne. Si la goutte froide est au-dessus de la plaine, ça va monter sans qu'il y ait besoin même de montagne. Hein. Ce qu'on appelle la goutte froide, c'est l'air très froid en altitude. Hein. Et puis, très vite, ça se couvre, et puis on se retrouve avec des nuages très bas, très denses, en fait, en altitude, sur l'épaisseur des cumulonimbus, et qui sont des nuages très dangereux. Et à la fin, évidemment, on a ça. Hein. C'est pris à ire dans ce que, par dérision, parfois on appelle la Venise illoise, c'est-à-dire une zone, et là ça commençait tout juste, hein, une zone où déjà il y a 5 cm d'eau dans les rues, parce qu'en plus, comme c'est plat, ça s'écoule difficilement, et comme c'est en dessous du niveau de l'écoulement principal qui est le Boulès, ça a d'autant plus de mal à s'écouler. Et puis à la fin, c'est ça c'est la voie rapide, j'ai fait la photo, c'est comme ça que je ne suis pas fait ramasser par la maréchaussée, mais j'aurais pu. Et puis, alors c'est plus grave, parce qu'arrive la nuit, les gens circulent en voiture alors qu'ils ne devraient pas circuler en voiture. La boue, les gens ne se rendent pas compte, il y a l'eau qui circule sur le sol, mais dessous il y a des cailloux et de la boue. À un moment à un autre, c'est bloqué, les voitures sont bloquées, et puis quand elles sont bloquées, elles sont emportées par le flot. On l'a vu récemment, hélas. Et le lendemain matin, on a à peu près ça. J'ai effacé la plaque quand même. Je ne sais pas qui c'est, et puis je ne veux pas savoir. Alors donc, un bilan pluviométrique à partir de là qui est assez phénoménal. Ça, ce sont les valeurs, vous savez, les valeurs enregistrées par le radar. À l'époque, c'était le radar de Toulouse, maintenant il y a un radar à Hautpoul. On voit quand même que sur, ça c'est l'épisode de 99, on voit qu'à la limite entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude, on a obtenu des précipitations qui sont de 700 à 800 mm pour un épisode de 24 heures. Je vous le dis, on est dans les records mondiaux très clairement. Alors, la quantité n'est pas forcément créatrice, sauf si c'est trop resserré, de dégâts. Ce qui est aussi dangereux, c'est la vitesse. En gros, vous roulez, vous faites 500 km à 10 à l'heure, vous prenez un platane, vous serez un peu abîmé, mais pas beaucoup. Même si vous l'avez fait 500 km, c'est au bout des 500 km, vous allez être fatigué à 10 à l'heure. Par contre, si vous faites les 500 km à 150 à l'heure, et puis que vous arrivez rapidement au bout de ces 150 km et que vous prenez un platane, forcément vous serez écrabouillé. Bon, eh bien, en fait, ce qui compte, c'est les intensités. Alors, ce graphique a l'air très simple. En fait, c'est plus de 1000 données pluviographiques recensées au pas de 6 minutes.
Le fichier qui est derrière est une monstruosité. Ce que je voulais simplement vous montrer, c'est qu'on arrive à des intensités horaires, alors évidemment pas de 6 minutes, mais qui sont de l'ordre de 150 mm/h. Ce sont des vitesses de précipitation absolument colossales. Vous avez l'impression qu'il y a un crétin dans vos vitres qui balance des seaux d'eau. Hein. C'est ça à peu près. Hein. Et avec évidemment, regardez, là, une situation extrêmement grave, parce qu'on a du 90 mm/h, hein, et puis ça se passe pratiquement pendant une heure, hein, même plus d'une heure. Et on monte jusqu'à 130 mm/h. Ça s'est passé à Paderne, et c'est pour ça d'ailleurs que les quantités pluviométriques, ça c'est un pluviographe, hein, qui enregistre toutes les 6 minutes ce qui tombe. Hein. Et on a des situations qui sont extrêmement graves dans la mesure où les intensités pluviométriques sont extrêmement fortes. Alors évidemment, la conséquence, ce sont des crues qui sont tout à fait éclairs, très difficiles à prévoir, très difficiles à annoncer, très difficiles à gérer. Et c'est la crue de 92, ça, où vous voyez le débit corrigé de la tête a atteint 2000 m3/s, c'est-à-dire autant en fait qu'en 1940. Simplement, il y avait le barrage de Vinça. Et il s'est probablement remboursé en une fois. Le coût du barrage de Vinça est mis en balance du coût des dégâts qui auraient eu lieu si le barrage de Vinça n'avait pas été là. Eh bien, je pense qu'on peut faire l'équivalent et on peut féliciter M. Bénèche voilà, de ce qu'il a fait à l'époque. Pour vous donner une idée, quand même, Villefranche-de-Conflans, hein, dans l'épisode en question, la photo n'est pas bonne, mais la nuit c'est pas facile à prendre. Hein. Et le lendemain, c'est l'épisode, je ne sais plus lequel, ça 86 ou 92, le Boulet, Sailly, qui est en décrue, mais qui reste très important et qui, évidemment, s'écoule vers la mer avec Perpignan, c'est toujours la même date. Mais j'ai mis à côté des photos de Nîmes en 88, et vous voyez que les cadreaux ont rendu des quantités d'eau absolument phénoménales, parce qu'en plus, le bassin versant est plus court encore que chez nous. Donc, voilà. Il avait bien plu. Hein. Autre problème, quand vous avez des relatives basses pressions, le niveau de la mer, il monte. Et si vous faites monter le niveau de la mer d'1 mètre, vous écoulez d'autant plus difficilement les rivières, hein, ou les fleuves. Donc forcément, on se trouve face à des impossibilités d'écoulement qui deviennent parfois extrêmement graves, et d'autant plus graves qu'il y a des houles d'est qui se manifestent, ici c'est Saint-Cyprien, en 1999. Une houle d'est très forte qui empêche au fond l'écoulement vers la mer. Et on obtient des paysages comme ça. Alors l'image n'est pas très bonne, vous allez voir pourquoi. C'est la plaine de l'Aude. Le petit bout de film n'a jamais été diffusé à la télévision, vous allez voir ensuite. Alors je suis désolé, le son est très bas, c'est des rushs qui ont été prises par France 2 et dont la diffusion n'a pas été autorisée, mais que j'ai obtenue. Le son est très faible, je suis désolé. Ironie du sort, après le déluge qui s'est abattu sur Pixat, le salut des villageois ne peut arriver que par la voie des airs. Au bout du filin, un sauveteur et un plongeur sont téléphonés jusqu'aux habitations qui sont à la recherche d'éventuels rescapés. Sans relâche depuis hier, 9 appareils ont survolé la région. C'est une dure journée. Le scrutin est confondu, on a fait à peu près 350 roulages. Et vous voyez les personnes qui étaient sur les arbres, sur les poteaux, là. Vous voyez également sur les gens, on a sorti des gens qui avaient des pratiquement au premier étage. 3 personnes sont dans cet appareil de la sécurité civile. Le pilote, le mécanicien police et un secouriste pompier plongeur. Hier, le brouillard, la pluie ont ralenti les rotations. Dans de telles conditions, le pilote a d'autant plus de mal à se repérer. Les routes défoncées, les toits des maisons, les champs inondés sont ses seules références au sol. Aujourd'hui, l'eau a baissé de 50 cm. Ce soir, le petit village de Pixat n'est plus seul au monde. Oui, ils n'ont pas osé la diffuser, hein, celle-là. Au moment pour ne pas affoler les gens et les inquiéter. Pour vous donner une idée quand même de la puissance de l'eau, voici des ravines qui ont été créées. C'est un ancien étudiant dans un vignoble qui n'est pas très loin d'ici, du côté de Montner. Hein. Ça donne une idée de la puissance de l'eau, et évidemment les dégâts sont absolument monstrueux, parce que l'eau, elle n'est pas seulement l'eau qui monte et qui inonde, elle est l'eau qui a de l'énergie.
parce que ce sont des torrents. Et on arrive à des voitures compressées, à des stagels en haut à gauche. C'est une serre en salanque, c'est un atelier, etc. Avec des dégâts qui sont évidemment absolument considérables. C'est chez une étudiante qui m'a passé la photo. Vous voyez, on a une idée, mais c'est dramatique pour ces gens-là. Hein. L'eau est montée très haut et a tout pourri. Enfin, il a fallu changer tout dans la maison. C'est pas Srebrenica, c'est pas un pays en guerre, c'est Durban. Hein. C'est Durban après la pluie de 99. Et je disais que l'eau est puissante. Regardez ce qu'elle peut faire à des rails en acier. Hein. C'est du côté de Sagel, tout simplement, en remontant la vallée dans les Fenouillères. Autre exemple, le pont de Cascastel, la voie ferrée de Vildaigne, etc. On a une idée quand même de la puissance de l'eau qui déplace les choses. Et des dégâts qui sont évidemment assez colossaux. Et encore, ça, ce ne sont que les dégâts des Pyrénées-Orientales, ça a été bien pire dans le Tarn. Donc on se retrouve avec d'immenses dégâts, et on nous dit toujours « Ah oui, mais en gros, on n'a jamais vu ça ». En fait, c'est pas vrai. Le drame est souvent rejoué. Alors, le drame, c'est pas que bateaux viennent sur place, hein, je le précise. Hein. C'est pas que Delphine Bateau, le ministre, se rende chez nous. C'est que, en fait, on retrouve régulièrement les maisons inondables. On nous dit on n'a jamais vu ça. Vous allez voir. Désastre. Alors évidemment, ça fait vendre du papier, mais je suis désolé, on le voit assez souvent. Alors, on a eu des arguments qui sont des arguments de type climatologique général. En gros, j'ai une couverture du Figaro, qui est pourtant pas un journal écologiste, magazine. On vous sort, c'est les bouleversements géologiques, c'est les catastrophes climatiques qui mettent la planète dans les pieds dans l'eau. C'est à l'occasion des crues en question. En fait, quand on fait un vrai travail, alors ça c'est pour les Pyrénées-Orientales, mais avec des valeurs évidemment climatologiques générales et de température générale. On voit qu'en réalité, qu'il fasse chaud ou froid, ça n'a pas beaucoup d'impact, puisque sur le très long terme, c'est-à-dire les 1000 ans, chaque étoile est un accident. Hein. Alors, en fait, au Moyen-Âge, on n'en voit pas beaucoup, mais il n'y en a peut-être pas eu beaucoup. L'étoile qui est complètement à gauche, c'est la destruction du premier couchat. Il y a eu une première abbaye qui aurait été détruite, qui se sont mis un peu à l'abri, les moines. Et puis, on note pas grand-chose dans la période chaude médiévale, mais mon collègue Larguier d'Histoire commence à noter des impôts qui augmentent dans la plaine de Narbonne à partir de 1300, ce qui tendrait à prouver que pour réparer les paissières, qui sont des sortes de barrages, qui tendrait à prouver qu'on commence à avoir des dégâts. Puis alors, le petit âge glaciaire, on les repère, alors c'est peut-être l'approche du temps, hein, on est peut-être plus près, mais on voit que qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, c'est le réchauffement après post-1900, hein, après le PRG, le petit âge glaciaire. On a aussi des accidents, en particulier la grande étoile de 40. Si on regarde dans le détail du siècle dernier, et qu'on prend à peu près, alors on n'a pas de relevé toujours précis, mais si on prend les températures qu'on dit globales, c'est-à-dire arctiques, ce n'est pas d'ailleurs un très bon choix à mon avis, qu'est-ce qu'on constate? On constate que 1900 est plutôt frais, que 1940 est plutôt chaud, et que c'est des températures vraies, ça enregistré, hein. Que la fin du XXe siècle est plutôt fraîche, et en fait, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, on a les mêmes problèmes, les mêmes crues, les mêmes inondations. On a aussi les mêmes images. Hein, j'ai fouillé les archives des journaux, et j'ai réussi quand même à retrouver, c'est dans le Midi Libre, hein, les deux images hein, qui n'ont pas été mises en parallèle par d'autres, mais qui sont absolument frappantes parce qu'on retrouve exactement la même catastrophe. À Vernet, vous connaissez tous 40, hein, Berger-Sec, je trouve quand même que la pub était gratinée, ça prouve que l'eau est montée très haut. Vaison-la-Romaine en septembre 92, hein, où il y a eu une crue tout à fait centenale. Un collègue d'ailleurs s'est fait dire par le maire de Vaison que c'est pas grave, comme la crue avait été centenale, on peut reconstruire en bas, puisque de toute façon ça se passera dans 100 ans. Hein. Il était un peu estomaqué, il lui a expliqué que non, il y avait une chance sur 100 que ça se produise chaque année, et que ça peut se produire 2 années de suite. Mais ça n'a pas été très bien reçu. Puis Serguier, dans l'Hérault, en 96, les images ne sont pas de moi, donc sont moins bonnes. Et celle-ci est plus étonnante. C'est pas du tout la vallée de la Tête, c'est le plateau de Torremila.
c'est l'aéroport. Comme quoi, il ne faut pas croire toujours que les crues et les inondations sont liées au fleuve. Ils peuvent être liés simplement à l'étalement d'eau. Alors pourquoi la terrasse fluviatile, bien sûr, de l'aéroport est aussi facilement inondable? C'est qu'en fait, il y a un horizon argileux, ferrugineux en profondeur. Alors pour les amateurs, c'est l'horizon BT, hein, qui est en profondeur et qui rend cette terrasse de l'aéroport assez ou très inondable. Et vous savez ce qu'on a fait là? On a fait le truc médical, la clinique des Pins et tout le machin. Bonne idée. 99 dans l'Aude, hein, bon, connu, hein. 99 Saint-Laurent-de-la-Salanque, ça doit rappeler des souvenirs incertains, pour les plus vieux en tout cas. Et puis dans le Gard, voilà à peu près à quoi peut ressembler une crue, hein, extrêmement rapide dans le Gard. Donc des images qui sont récurrentes, un phénomène qui est fréquent et en fin de compte, somme toute normale. Si on considère par exemple les précipitations majeures entre 1980 et 2000 dans les Pyrénées-Orientales, alors pourquoi j'ai choisi précipitations supérieures à 300 mm? C'est que si j'avais mis supérieur à 200 mm, toute la carte était bleue. Donc, pas dessinable en gros. Hein. En prenant plus de 300 mm, ce qui est quand même très important, vous voyez qu'on a des tâches considérables. Et il ne faut pas croire que les zones jaunes sont à l'abri de l'eau, puisque quand il pleut en haut, ça descend vers le bas. Ça, c'est un principe qu'on a appris en géomorphologie et qui marche à tous les coups. Et en fin de compte, le phénomène est fréquent. C'est une carte de Vinec, il l'a montré sur tout le Languedoc-Roussillon. C'est des épisodes, hein, avec des chiffres un peu plus gros quand ils étaient un peu plus importants. Autrement dit, c'est récurrent. Alors, pas toujours au même endroit, et heureusement. D'ailleurs, à la limite, ce serait plus facile pour prévoir et pour protéger. Mais un peu partout sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon. Alors, face à ça, bon, il y a d'abord l'action d'urgence, c'est-à-dire ne pas laisser mourir les gens, autant qu'on peut le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas laisser mourir? Ce qu'on peut faire, c'est évidemment des plans d'intervention, Orsec et autres. Ils deviennent, alors j'ai mis hélas, ou tant mieux, mais enfin, hélas bien rodés, parce que les épisodes sont assez fréquents. En gros, si vous voulez, alors j'ai mis DDE, c'est à DDTM maintenant, hein, ça ne change pas grand-chose. En gros, si vous voulez, il y a quand même un État en France. Et même si la régionalisation a pu affaiblir l'État central, heureusement, tout le monde crie contre les préfets, tout le monde crie contre les services centraux, tout le monde voudrait de la décentralisation. N'empêche que face aux grands événements et gros accidents, on est bien content de trouver des services centraux efficaces. Hein. C'est mon côté jacobin. Voilà, j'insisterai pas, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Alors on a essayé de faire des choses de ce genre-là. C'est à Saleil, le maire de l'époque, qui devait s'appeler R, avait essayé de coupler un système d'information géographique qui avertissait les gens, oui, tu m'expliqueras après, avait essayé de faire quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire de coupler un système d'alerte à un système d'information géographique. En gros, il y avait un moteur qui appelait les gens dans les zones qui étaient à risque, et quand il y avait un décroché, on voit le système, hein, quand il y avait une réponse, quand il y avait une absence, etc., on passait, les gens étaient plus ou moins bien avertis, c'était un automate d'appel et d'avertissement. Sauf que depuis quelques années, hélas, ce système ne marche pas bien, ou ne marche plus, pour une raison très simple, c'est que tous les téléphones et tous les systèmes téléphoniques sont dotés de répondeurs. Et qu'il y a toujours un décroché maintenant, et c'est fort dommage de ce point de vue-là, parce qu'en cas d'alerte d'urgence, le système était quand même très bien fait, très intelligent, et permettait de se rendre compte tout de suite qui était averti, qui ne l'était pas, qui était en danger, etc. Bel effort quand même. Autre, disons, moyen de ne pas laisser mourir les gens, évidemment, des postes de commandement. C'est un poste de commandement à droite, l'image est crado, mais là c'est normal, c'est sous la pluie. Hein. Et puis quelle pluie, hein. Donc des postes de commandement mobiles qui essaient de faire face aux événements les plus graves, et donc avec une mise en route des pompiers qui est extrêmement importante. Évidemment, quand il y a trop d'eau, il n'y a plus d'eau. Ce qui veut dire qu'il faut que les gens, il faudrait bien que ça marche, on va recommencer. Attendez, hein. Bonne en a souffert, depuis hier soir, 60 000 personnes ne peuvent plus boire l'eau du robinet.
Les files d'attente s'allongent aux 4 points d'eau potables répartis dans les villes. Je pense qu'il ne faut pas trop se plaindre parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à plaindre que nous. Je pense que c'est une question d'heure et même peut-être de jours, mais enfin, ça va bien se passer, quoi. Oui, ce système a un avantage, c'est que l'eau du robinet, quand il y a eu des inondations, elle est difficilement buvable. Et autrefois, il y avait d'ailleurs, même quand c'était à La Fontaine, des crises de dysenterie, enfin des épisodes extrêmement graves de gastro-entérite. Aujourd'hui, grâce à ces systèmes qui sont mis en place quand même par l'État, hein, encore une fois, on est relativement protégé, même si évidemment on peut se plaindre de devoir aller chercher son eau à La Fontaine, ce qu'on faisait autrefois. Les raccords également de systèmes d'eau buvables sont extrêmement vite faits. La canalisation, c'est celle de Cascastel, a été dévastée par la crue de 99 et en quelques jours, on a tiré un Plymouth sur 5 km. Hein. Vous voyez quand même que l'importance des systèmes centraux de gestion. Hein. Moi, je veux bien qu'on régionalise des tas de choses, mais quand il faut amener 50 hommes, tirer 5 km de Plymouth, c'est du tuyau de caoutchouc très dur. Hein, voilà. Et on arrive à faire des choses absolument remarquables. L'électricité également. Quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de pompe. Et en fait, le EDF, ou son administration, si vous voulez, d'EDF, met des groupes générateurs. Ils ne réparent pas, ça va trop... Ils ne pourraient pas, il n'y a pas le temps. Donc ils mettent de l'électrogène. Et ils en ont des quantités, vous avez qu'à aller du côté de Saint-Baptiste. Les ponts qui sont tombés sont vite réparés par l'armée ou par le génie. Donc il y a vraiment une intervention très forte pour ne pas laisser mourir et faire en sorte que les gens puissent continuer à vivre. La SNCF rétablit évidemment aussi vite que possible les systèmes. Seulement, ça, c'est le pansement. Comment empêcher la maladie, en quelque sorte? Et comment faire vivre? Alors le barrage, évidemment, comme symbole pour protéger les plaines, mais vous allez voir que c'est peut-être plus compliqué que ça. D'abord, ne pas ignorer la réalité. Je suis désolé, c'est fou les façons dont on oublie vite et dont on a intérêt parfois à oublier. Parce que les gens qui vendent du terrain, ils ont tout intérêt à dire que oh ben non, ils ne se souviennent pas, et la mémoire des anciens, il faut largement s'en méfier. Je signale que dans l'Aude, par exemple, les maisons qui ont été inondées en 99 ont été rachetées par un Hollandais, les a fait taper et les a revendues à des Hollandais 5 ans plus tard. Et personne ne leur a dit que les maisons avaient été complètement submergées en 1999. Donc, ne pas ignorer la réalité, c'est quoi? C'est savoir ce que c'est qu'une dynamique fluviale. Ici, vous avez dans le petit rectangle la photo aérienne de 2013. Vous voyez, le fleuve est réduit à presque rien, alors qu'en réalité, vous l'avez ici, c'est celui de 42. En fait, c'est pas en 1940, c'est le fleuve de 42, dont on voit qu'il est beaucoup plus large en réalité que le lit contraint dans lequel on l'a mis aujourd'hui. Le lit de la tête à I actuellement. Alors ça peut être quoi en 2014? Là, je ne sais pas la boule de cristal, mais le lit majeur, je vais vous le montrer. Le voilà, le lit majeur. Et on a construit là-dedans. Hein. Pas énormément, mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'ancienne secrétaire de mairie s'est attribué un permis de construire et elle a construit là. Moi, je n'aurais pas construit là. Les adjacents aussi, les affluents sont extrêmement dangereux. On l'a vu à Pézilla, on l'a vu, le Boulès est extrêmement dangereux. Tous ces petits affluents qui semblent inoffensifs, la Boule, pour ceux qui sont du côté de Saint-Estève, etc., sont extrêmement dangereux. Et alors on fait quand même un peu n'importe quoi. Hein. La tête au Soleil, vous voyez le Soleil actuel, en fait, le fleuve, il a cette largeur-là. Hein. Alors par chance, le Soleil est sur un surplomb. Mais il peut être rongé de surplomb par le fleuve, lors d'une dynamique forte. Hein. Quoique c'est peut-être moins probable. Et en fin de compte, dans les zones d'aléa d'inondation, voilà à peu près les communes en aléa fort et le nombre d'habitants qui y est. À Sainte-Marie, 97% de la population en aléa fort. Hein. Si vous êtes dans la liste, vous pouvez vous prendre peur. Autre chose, pour ne pas ignorer, il faut cartographier les accidents récents. La cartographie est extrêmement utile. Et on a cartographié ici, à Villeneuve, les maisons qui avaient été ravagées par l'inondation. Regardez bien le rond, je vous les montrerai ensuite. Donc, savoir ce qui s'est passé, les limites de crue, etc.
Et il faut évidemment aussi protéger autant que possible. Protéger autant que possible, c'est d'abord, bah oui, on peut dire ce qu'on veut des barrages, il y a des campagnes anti-barrages, mais parfois ils sont utiles, ou même souvent ils sont utiles. Alors, il y a quand même une condition, c'est qu'il faut que la pluie se produise en amont du barrage. Parce que si elle se produit en aval, ça ne sert à rien. Et ça ne marche pas à tous les coups, hein. Je vous ai dit que le système pluviogène n'était pas forcément sur la montagne. Il peut être très bien sur la plaine. En 87, l'eau a monté, il a plu 200 mm en 2 heures du côté de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Alors comme c'est sableux, c'est un peu rentré. Faire des digues. Bah là aussi, aujourd'hui, on dit du mal des digues. Bah ouais, mais une fois que les gens sont là, il faut bien faire quelque chose, hein. Par contre, ce qui est redoutable, c'est de voir qu'une fois que la digue est faite, on a tendance à dire « Ah oui, mais puisque les gens sont protégés, on construit ». Et ça, c'est pas extrêmement malin. Et je l'ai entendu à la journée sur les inondations, il y a 2 ans, au conseil régional, hein, par un maire du Gard. Hein. Alors c'était bien, l'inauguration, on avait dit on ne construit plus rien derrière les digues, et puis à la fermeture du colloque, le soir, ah oui, mais quand même, il faut construire derrière les digues, on n'a pas dépensé autant d'argent pour ne rien faire. Le problème, c'est que les digues, ça peut être fragile, d'abord parce qu'il y a des ragondins, parce qu'il y a des tas de bêtes, et que c'est quelque chose qui s'entretient. Et que les gens ont un peu trop l'impression, quand elles sont faites, ben ça y est, c'est réglé. Hein. La brèche de Saint-Laurent, hein, en 1999, mais là, il y a une brèche récente hein, qui s'est produite aussi, bon, moins grave, moins gênante, mais il y a une brèche importante, assez régulière. Alors, dans les systèmes de protection, d'organisation, il y a aussi tout ce qui est modélisation de l'eau. Mais vous allez voir que ce n'est pas évident. Ça, c'est sur les Gardons, hein, c'est dans le Gard. C'est la DDTM du Gard qui l'a fait. Les débits calculés, vous les voyez, hein, c'est le modèle, en quelque sorte, pour une entrée, des précipitations, enfin c'est un système assez complexe. Et les débits réels, les voilà, les débits observés. Et on voit que la modélisation marche très bien. C'est merveilleux, on peut savoir à peu près, pour une quantité de pluie donnée, ce que ça donne et ce qu'on peut faire. Et on peut prévoir à la limite, puisqu'il y a un temps de latence entre l'image radar de la pluie et puis l'écoulement. C'est merveilleux, mais c'est pas simple. Parce que voilà un deuxième cas, toujours sur les Gardons. Vous avez les patelins, Roucan, etc. Et le modèle, le voilà. Et le débit observé, le voici. Alors vous me direz, c'est merveilleux aussi. Non, c'est pas merveilleux du tout. C'est pas merveilleux du tout parce que dans le cas précédent, regardez la ligne rouge, elle est sous le débit calculé. D'accord ? Ici, elle est sur le débit calculé, au-dessus. Alors vous me direz, oh, peu importe la différence. Non, mais une digue, elle a une cote. Qu'on soit 10 cm en dessous ou 10 cm en dessus, n'a pas du tout la même conséquence en termes de prévision et d'organisation. Donc forcément, on est dans des systèmes qui sont certes extrêmement savants, c'est des travaux de la DDTM du Gard, qui sont époustouflants au point de vue intellectuel, mais en fait, en termes de prévision et d'organisation des secours, c'est pas forcément génial. On a aussi des modèles qui permettent d'évaluer les hauteurs d'eau en cas de débordement de la tête, c'est assez intéressant, ce genre de choses, pas beaucoup montré non plus. Maintenant, encore une fois, ces modèles ne suffisent pas, parce que là, ce sont des modèles statiques. Or, l'eau, elle court, et elle a une énergie, et c'est un collègue de Nice, Gourbeville, qui a très bien montré, qui a fait des abacs en fonction des vitesses de l'eau, qui corrigent très considérablement, évidemment, ces modèles statiques. On peut aussi voir ce qui va être inondé, hein, avec simplement des modèles numériques de terrain, des systèmes d'information géographique. Mais encore une fois, on peut se méfier. En fait, le problème, il est plus politique que technique. C'est-à-dire qu'on est dans le conflit. Regardez, ici, on fait une zone rouge à Amélie, eh bien, il y a 400 opposants à la zone rouge qui appellent à la guerre, hein, à la mobilisation générale. Hein, on va combattre. Hein. Combattre contre quoi ? Combattre contre la zone rouge. Or, qu'est-ce que c'est que la zone rouge ? C'est une zone qu'on fabrique pour essayer que les gens ne se mettent pas dedans et ne se fassent pas inonder. Sauf qu'il y a des enjeux fonciers, et que ces enjeux fonciers pèsent très lourd dans les... Voilà un lotissement. La vigneraie, déjà je me méfie. C'est ce que j'ai dit, les vignes sont des zones inondables.
Regardez, on est sur la digue, la vigne et un lotissement. Hein, c'est à Saint-Hippolyte, hein, pour ceux qui s'intéressent. Et en fin de compte, quand il pleut, ben ça donne ça. Alors, c'est pas le lotissement de Saint-Hippolyte, c'est dans l'Aude, mais ça donne exactement ça. Et en fin de compte, moi, je n'achèterai pas, je vous le dis tout de suite, un lotissement qui s'appelle La Vigneraie. À Saleil aussi, ça s'appelait le chemin des vignes, ou je ne sais plus quoi, tiens. Saleil, en 92, ils ont compris. Hein. Les canaux qui seraient très utiles, et là, il y a une interface avec le monde agricole, ne sont plus assez entretenus. Les ASA, les gens ne veulent plus payer aux ASA. Regardez à Aisne, les lotissements refusent, les nouveaux lotis refusent de payer leurs cotisations aux associations syndicales autorisées, alors que c'est a priori une obligation. Et c'est la mairie d'Aisne qui paye pour les lotissements. Parce qu'évidemment, elle a fait les lotissements, elle aurait bien gêné maintenant. Mais ça s'appelle la je ne sais plus quoi, j'ai oublié le nom. Vous vous souvenez du rond? Bon, bah, peut-être qu'on peut empêcher les gens de construire là. Hein. C'est à Villeneuve, regardez le niveau que l'eau a atteint en 99. Hein. Hein, c'est effarant. Or, la digue, elle a disparu. Il y en avait une, vous voyez que des pavés qui font 2 tonnes, hein, avec l'énergie de l'eau, pas grand-chose. Hein. Ça, c'est un Hollandais. Regardez, en fait, il a acheté, il y avait un filet d'eau, et puis c'était charmant, il y avait des prés au bord, c'était vert, c'était délicat. Et puis, en fin de compte, quand la pluie est passée, c'est pas très loin du Moulin des Peurs, déjà rien qu'avec le nom, je me méfierais. Et bien, en fait, on découvre qu'il a construit dans le lit du fleuve, de la Berre, là. Hein. Donc ça, c'est quand même une chose qui est absolument effrayante. Je vous parlais du Boulès, du Jiménez tout à l'heure. Regardez, bon, il y a un lotissement qui se construit. En fait, l'eau va par là. Et regardez, évidemment, ça regarde au sud. Alors, on a mis les baies vitrées du côté du sud. Sauf que si l'eau déborde, les baies vitrées, elles vont être attaquées par les cailloux. Et la maison va être non seulement en pleine d'eau, mais l'eau va monter beaucoup plus haut que prévu, puisqu'il y aura un effet de masse qui va, de lame, qui va, avec les cailloux, qui va rentrer. Elle est finie, hein, la maison, près du Mas Tailleferro. Et en fin de compte, les lotissements autorisés, regardez, hein, de 1999 à 2002, ça n'a pas forcément ralenti. Hein. Ça n'a pas forcément ralenti. Et l'extension de pavillonnaire, en fait, en 4 ans, entre 1999 et 2002, 5 millions de mètres carrés ont été lotis dans les PO. Et pas forcément dans les meilleurs endroits. Hein. Covestany, c'est peut-être pas dramatique. Saint-Laurent-de-la-Salanque, ils ont imposé des règles de construction extrêmement strictes, mais vous allez voir qu'on peut les tourner. Le citoyen français est un très mauvais citoyen. Hein. Vous verrez. Et alors, est-ce que l'outil législatif est adéquat? En réalité, non. D'abord parce que l'eau n'a pas lu le code, les textes de loi. Hein, mais si, c'est vrai, hein, je vous assure. En fait, on voit très souvent que nos parlementaires sont des gens qui réagissent. Il y a l'Andorre et le Grand Bornand, bon, on fait une loi. Il y a Auch, là ça a été un peu plus long, on fait une loi, etc. Il y a Nîmes, on fait une loi. Il y a Maison-la-Romaine, on fait une loi. Puis après, il y a Léodé, on en a fait une autre. Hein. Mais je ne pouvais pas tout marquer. Hein. Sinon, à chaque fois qu'il y a un événement, on fait une loi. C'est une manie en France. Hein. Au lieu d'essayer de voir ce qui se passe mal, on fait une loi, les gens font une loi. Il y a des moyens quand même. Regardez ici, vous connaissez tous le lycée Mayol, hein, et notamment M. Pioli. En fait, bon, là, il a été bien construit. Pourquoi l'endroit s'appelle Negebos, hein, c'est l'endroit où on noie les bœufs. Hein. Le danger, c'est la couragade hein, qui arrive par là. Bon, il a été construit sur un remblai qu'on voit très bien, et c'est très bien. Sauf qu'évidemment, après, moi, je me méfierais un petit peu de ce qui se construit à côté. Et puis, il faudrait comparer avec la photo actuelle. Paradoxe, c'est dans les zones où les contraintes inondations sont les plus faibles que les potentialités futures d'urbanisation sont les plus fortes. Mais ce n'est pas pour autant que c'est là qu'on construit le plus. Autrement dit, on se garde, les gens qui sont hors des systèmes d'inondation ont tendance à retenir, non pas l'eau, mais le foncier, pour le voir se valoriser. Au contraire, dans les zones inondables, les gens ont tendance à essayer de vendre ce qu'ils savent inondable. Hein, et notamment aux Parisiens. Hein. Bon.
Alors, cette image est une image prise à Saint-Laurent. Voilà, la règle de construction est très stricte et on a une hauteur au-dessus du niveau du sol, Certes, on a fait un garage. Alors, ce que je vais vous montrer est un montage. Mais, en fait, ça s'applique à une maison qui est à 40 mètres de celle-ci. Ce que je vous montre est un montage, parce que j'ai essayé de faire la photo de ce qui s'est passé, et je me suis fait courser par le propriétaire et le chien. Alors en fait, voilà ce qui se passe. On a une cave qui est inconstructible, et bien c'est pas grave. On met une pompe de relevage pour les toilettes, on fait une pièce, et puis, je sais pas, on met la belle-mère peut-être. Mais en tout cas, voilà. Or ça, je vous assure, sur cette maison, c'est pas le cas. Hein. Mais parce que j'ai pas réussi à faire la photo. Hein. Le gars était en train de la construire, il y avait une haie, j'ai essayé de passer, il n'a pas aimé mon intrusion. Mais pour dire quand même que, alors évidemment la pompe de relevage ne marche plus, au point de vue sanitaire c'est catastrophique, et eh bien le citoyen français est un très mauvais citoyen. Parce que les règles qui sont faites pour le protéger sont contournées, avec la bienveillance plus ou moins grande des élus qui veulent être élus, etc. Mais pas toujours. Hein. Parfois, on dissimule à l'élu ce qui se produit. En tout cas, la situation est quand même extrêmement grave. Alors, en fin de compte, vous savez, hein, le rideau va s'ouvrir sur quoi ? Sur l'Apocalypse. L'Apocalypse, en grec, ça ne veut pas dire n'importe quoi. L'Apocalypse, c'est qu'on soulève le rideau. Et on ouvre évidemment, et l'Apocalypse, c'est un dévoilement. Et les catastrophes sont une forme de dévoilement. Dévoilement de quoi ? Dévoilement des événements passés, d'une certaine manière, c'est sûr, puisqu'on essaie de se souvenir, quoi qu'on veuille oublier, on essaie de de se souvenir du passé. L'Apocalypse future, ultime, celle de l'Apocalypse de Saint Jean, bon, on craint peut-être pas trop, hein, même si le problème est quand même... il faut se méfier. Hein. On a échappé quand même à la fin du monde en décembre. Hein. Donc, en fait, c'est l'Apocalypse maintenant qui est problématique. L'Apocalypse maintenant, c'est celle-ci. Les amateurs de cinéma verront à quoi je fais référence. Image jamais diffusée, hein. Alors, pour finir, si vous voulez, j'ai quand même mis une petite fin. Hein. C'est du Baudelaire, hein, pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Quand même, je crois qu'il fallait le dire. Alors, bon, il y a eu l'événement récent, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Alors, moi, simplement, je veux dire que c'est pas grave. Ce qui s'est passé récemment, ça c'est juste pour remercier les gens qui... Parce que c'est des rushs qui n'ont jamais existé, enfin, qui ne sont pas passés à la télé. Hein. Je vous remercie. L'événement récent, bah, vous connaissez, hein, c'est bon. Les chiens, c'est triste, hein. Mais les cochons d'Inde, c'est pas trop grave. Comment ? Ah oui, non, mais si vous voulez, il y en a d'autres. Hein. Je vous montrerai la photo de la mise en page de la 2002. Elle est gratinée. En fait, si vous voulez, cet événement qui n'a pas, contrairement à ce que dit le secrétaire général de préfecture, n'est absolument pas ce qui s'est passé, même s'il y a une digue rompue, n'est absolument pas comparable à 1999. Hein. C'est du décennal et encore, j'en suis pas sûr. C'était plutôt du cinquantennal en 99, donc c'est pas la même chose. Mais en fait, il a quand même un intérêt. C'est qu'il rappelle que nous sommes menacés, que cette menace existe vraiment, et que, à force de vouloir l'oublier, eh bien, les problèmes existent. Et que je crois que l'eau, elle est source de vie, certes, mais elle est source de drame aussi. Et voilà ce que je voulais montrer. Je vous remercie.
Alors pour la photo, pour l'indépendant, quand même, je vais vous la passer, parce que c'est 2002, c'est mieux encore. Le héros d'Edgar dans la tourmente, l'espace aquatique redessiné et Alstom sauvé du naufrage. C'est pas beau ça? Allez, je vous remercie. Et pardon pour le début, hein. C'est fabuleux comme titre. Bon, j'ose pas trop les montrer, mais enfin là, vous répéterez pas, hein, parce que... Voilà, s'il y a des questions. Oui, Henri? Oui, j'ai vu, oui. Non, mais c'est mieux de voir bien, quoi. Attends. Ouais, mais je suis pas souvent dans cet amphi, comme ça peut se voir. Attendez, je vais vous essayer, non? Ah! Voilà. Qu'est-ce que tu penses du devenir? Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Puisque tout le monde parle maintenant de changement climatique, qu'est-ce qui va se passer dans le département à ton avis? Alors, à mon avis, ce qui va se passer dans le département ne dépend pas du changement climatique, mais des endroits où on mettra les lotissements. Voilà, je crois que c'est ça. Hein. Non mais si, vraiment, quand on fait le poids des événements, on voit bien que, quelles que soient les variations climatiques, d'abord, de toute façon, alors les modèles sont assez, pour la Méditerranée, sont vers l'assèchement, certains. Donc, on peut penser qu'il y aura peut-être moins d'épisodes pluvieux intenses, mais personnellement, je pense que ces modèles long terme, d'abord, n'ont pas une maille fine, hein, pour des raisons techniques, parce qu'il faudrait les calculer, et puis d'autre part, qu'en fin de compte, les grands événements ne répondent pas, les grands événements en termes de crise, hein, je veux dire, répondent à des paramètres qui sont à l'origine disjoints et qui se rencontrent. Je veux dire, les modèles ne prévoiront jamais le même jour une température élevée au sol, une goutte froide en altitude et un blocage de type aérologique avec, grosso modo, on va dire une haute pression sur l'Est de l'Europe. Je vous signale qu'il a bien plu là parce qu'en fait il y avait une haute pression sur l'Est de l'Europe et que la perturbation n'a pas pu se déplacer. Sinon elle n'a pas été... J'ai mon pluviomètre a donné 130 mm dans mon jardin. Ce qui est... Alors vous me direz c'est le pluviomètre de Le Martinel, il est rudimentaire. Hein. Mais non, pour répondre à ta question, je pense que ce genre d'événement, certes s'inscrit dans des cadres climatiques globaux, mais ne répond pas directement aux dynamiques globales. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça se produit quand au sol il fait chaud, quand en haut il y a une advection, j'ai parlé compliqué là, hein, mais une arrivée d'air froid, très froid. Alors, quand est-ce que ça se produit mieux? Là aussi, je n'ai pas du tout évoqué les courants d'altitude, hein. Je n'ai pas fait un cours quand même, hein. Vous en êtes rendu compte, il y avait de la musique, il y avait tout. Remarquez, ça ne me dérangerait pas de mettre de la musique dans un cours, moi. C'est certains qui trouvent qu'ils tordent le nez, mais bon, moi je trouve ça bien. Mais si vous voulez, je pense sincèrement que je n'ai pas parlé donc du jet stream, qui a un rôle considérable dans cette affaire-là. Son déplacement nord-sud, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'à l'automne, la mer est encore très chaude et les gouttes froides en altitude, l'air froid qui arrive en altitude et commence à être très froid. Et donc on a plus de chances, si le jet stream se déplace vers le sud, c'est lui qui permet l'arrivée des airs froids en altitude, d'avoir des pluies très intenses. Au contraire, quand il remonte vers le nord, comme c'est le cas actuellement, la goutte froide, je l'ai regardé, hein, l'air froid, la différence thermique était plus faible. Le mécanisme là est largement dynamique par ce courant d'air d'altitude qui circule à grande vitesse à 10 000 mètres d'altitude, et il est largement thermique ensuite dans un second temps. Par contre, les mécanismes globaux, je veux dire sur le long terme, réchauffement ou refroidissement, à mon avis, n'influent qu'assez peu. On l'a vu, puisque le petit âge de glace a été une période de 1760, 1700, a été vraiment une période on a eu quand même 2 crues bicentenales à 3 ans d'intervalle, à Vernet. Hein. À Vernet, le cône de déjection je ne sais plus si je n'ai pas mémoire des chiffres de 1763, est plus de 8 mètres au-dessus du lit actuel du torrent. Hein. Il y a une maison de vieux dessus. Claire-Matin ou Claire-Foyer, je ne sais plus. C'est... Ah mais ça, quand on y sera tous les deux, on n'aura peut-être pas la même opinion. Hein. Dis-moi,
tu as mis en cause l'occupation des sols, Ah oui. bien d'accord. Dans cette perspective, que penses-tu du SCOT qui est en train d'être élaboré? Alors, Schéma de cohérence territoriale. oui, je sais. Oui. Non, mais Oui, d'accord, schéma de cohérence territoriale. Bon. Tu me poses des questions vraiment embarrassantes, là. Hein. Alors, je vais essayer de répondre de manière jésuitique, puisqu'après tout, nous avons un pape jésuite. Je vais essayer de faire comme lui. Bon. Première chose, il y a une bonne chose, c'est de dire on resserre un peu le tissu urbain pour éviter cette espèce d'étalement qui fait gagner des lotissements sur des territoires très importants. Et donc qui, en fin de compte, d'une certaine manière, a des conséquences en termes d'inondabilité, puisque plus vous étalez, plus les zones inondables elles sont larges, plus on inonde. Donc resserrer, à la limite avec des étages, on diminue l'inondabilité, c'est sûr. Hein. Maintenant, ça peut avoir un défaut. C'est-à-dire que tout dépend où on compte installer ces lotissements resserrés. Si on les installe sur un versant, un bassin versant en quelque sorte, sur un versant, avec une très forte coefficient d'imperméabilisation des sols, un COS très important, on va avoir très peu de zones absorbantes. En fin de compte, on va avoir des surfaces qui vont transférer très vite la crue. Et en fin de compte, que le SCOT soit ceci ou cela, moi je suis géographe, tu comprends, c'est comme ça, ne dispense pas d'aller voir véritablement quelle est la topographie locale, quelles sont les conditions topographiques locales, qu'est-ce qu'on met en danger, qui est-ce qu'on favorise aussi, parce que quand on vend du terrain, on ne favorise pas n'importe qui, etc. Donc moi je crois que c'est d'abord l'examen soigné des conditions locales à la fois physiques, foncières, etc., qui protégera mieux que, encore une fois, un règlement dont on a vu qu'en fait ils sont souvent pris pour répondre à des événements plutôt qu'à les prévoir. C'est jésuitique, hein. Maintenant, pas tout à fait quand même. Hein. Oui, David. Pour rejoindre la question qui vient d'être posée, est-ce que finalement le problème c'est pas tellement dans le mode d'urbanisation actuel, qui est un mode d'urbanisation de type pavillonnaire, est-ce que c'est pas un facteur aggravant de l'imperméabilisation des sols, et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, comme le département accueille à peu près 3 000 à 4 000 nouveaux habitants par an, ouais. réfléchir à d'autres modes de construction de la ville sur la ville, plutôt que de continuer à étaler, même à construire sur les bassins versants, puisqu'on continue à perméabiliser, et la maison individuelle, pour caricaturer, quand même un des grands... Oui, alors, en plus, l'immeuble collectif a quand même un avantage, c'est qu'ayant plusieurs étages, on peut neutraliser, si les gens sont honnêtes, et ça, ici, si vous voyez les... Non mais, j'en touche un mot ensuite, hein. On peut, en montant, au fond, en neutralisant le rez-de-chaussée, c'est pas grave à la limite de construire dans une maison, dans une zone inondable, si il y a 2,20 m ou une hauteur sous plafond de 2,20 m qui est neutralisée. À la limite, la maison sur pilotis, ma foi, fonctionne très bien dans une zone inondable. La preuve, on a fait des cités lacustres et les gens n'étaient pas dans l'eau. Hein. Maintenant, alors le problème, c'est l'honnêteté. On voit bien que elle est la Faute-sur-Mer, qui n'est pas le même cas, mais c'est un cas quand même... Mais ça doit te plaire, ça, la Faute-sur-Mer. Parce que c'est marin. Hein. En fait, il faut savoir les choses. Les maisons étaient construites avant que les permis de construire soient accordés. Bon, et le commissaire enquêteur n'a pu qu'à dire « Ah ben, il y a des digues. Hein. » Et tenez-vous bien, le maire Maratier, qui devait d'ailleurs être défendu par Olivier Metzner, ça doit vous dire quelque chose. Le maire il y a eu des pétitions, j'ai les photocopies des pétitions pour défendre le maire. 30 morts, 35 morts, je ne sais plus, 37. Hein. Pourquoi ? Parce que c'était tous les propriétaires fonciers qui se sentent très mal à l'aise et qui ont vendu le terrain. Alors ici, pour revenir ici, rêvons pas entre les phénomènes de cabanisation, puis la cabanisation devient dure, puis ça devient très dur. Moi, dans mon village, il y a quand même une écurie qui a un étage. Moi, j'attends de voir, sincèrement, le cheval monter à l'étage. Et je dis pas sur ce que j'ai vu chez moi, hein. Enfin, je ne sais pas dans ma maison, hein. Et vous joquez à monter sur le cheval. Ouais. Vous pensez que c'est visible? Enfin, j'ai voyagé non, c'est... un petit peu.
que ce soit aux Antilles ou ailleurs. Alors les Antilles, c'est pire. Non, mais les gens sont du coin. Ouais. La rivière, tous les 5 ans maximum, elle prend 5-6 mètres. Et bien les gens, l'année d'après, ils reconstruisent et encore plus bas. Soit pour leurs enfants, c'est pareil en Touraine. Alors, je connais la commune du Pré. Il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai été faire soutenir une thèse sur les lahars. Alors les lahars, c'est en gros, c'est des cendres volcaniques qui sont mobilisées par l'eau et qui font, alors là, des écoulements d'une densité colossale. Ça pousse tout devant soi. Hein. Et alors la thèse était sur les lahars de la Pelée, en l'occurrence. Moi, je ne suis pas spécialiste du volcanisme, je ne connais pas grand-chose. Par contre, sur les inondations, ça va. Et il se trouve qu'il a plu énormément, ça arrive assez souvent, et la commune du Prêcheur a failli être emportée. Alors, j'ai vu le maire, j'ai dit, non, là, ah ouais, mais vous comprenez, les électeurs, etc. Et puis, ils ne demandent pas l'autorisation, ça c'est vrai. Et puis on construit pour la tantina de Burgos, enfin aux Antilles c'est pas Burgos, mais c'est la tantina de Sainte-Anne, etc. Et effectivement, là les Antilles c'est un magnifique cas de figure, mais si vous prenez l'Algérie c'est la même chose. Mais c'est pour ça que je vous dis... Une ville comme Tours a fait la même chose, et en plus ils ont mis des immeubles au ras du Cher, en zone inondable. Je peux vous dire Aix-en-Provence, mon collègue Gabert, Pierre Gabert, qui fut professeur de géographie, dit à l'époque au maire qui était, là je peux donner des noms maintenant, qui était Picheral, dis donc, là, les gars ils te demandent à construire là, tu dis non, tu dis non. Picheral dit non, il est battu aux élections. Et évidemment, il a été inondé, l'endroit. Alors je sais pas, après je crois qu'il a été réélu, mais enfin, on ne peut pas fonctionner comme ça. Là, je crois vraiment, on dit plein de mal de l'État central, de l'État jacobin, des contraintes de construction. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Pour être indépendant d'une certaine manière de la pression des électeurs, je crois qu'il faut quand même qu'il y ait des services qui soient capables de résister et qui soient capables de... Donc votre solution, ce serait ça, améliorer l'homme par l'État central. Oh, je suis pas un dirigiste affreux. Améliorer l'homme, j'y crois pas. D'abord. Mais simplement, non, pas améliorer l'homme. Sauver l'homme. Peut-être le sauver d'abord, mais ça, j'ai vu qu'on fait beaucoup d'efforts, ça coûte très cher pour ça. Et puis, deuxième chose, je crois sincèrement, simplement, essayer d'établir des règles. La loi, il ne s'agit pas de dire à toi, tu fais pas ça. On fait une loi générale qui protège les gens. Il ne s'agit pas de les... on ne leur dit pas vous allez habiter là, c'est pas le fusil dans le dos et puis tu habites là. Non, il y a des endroits qui sont plus dangereux que d'autres et on y fait attention. Voilà. Et si on fait une digue, très bien, mais on prévoit que cette digue, il faut l'entretenir. Sachez qu'il y a des sous à dépenser. Aux États-Unis, ils ont une méthode assez redoutable. Par exemple, pour construire, je pense à un cas particulier du comté de Bernalillo, ça vous dit peut-être pas grand-chose, c'est la région d'Albuquerque. Et à Albuquerque, ils peuvent avoir des crues gratinées, les washes travaillent. Et il y a des gens qui voulaient dire, ah oui, il faut protéger telle zone pour qu'on puisse faire quelque chose. Et on a fait un vote, et dans le bulletin de vote, je le prépare par là, il y a, est-ce que vous acceptez que le Nouveau-Mexique fasse un emprunt, le comté d'ailleurs, pas le Nouveau-Mexique, fasse un emprunt de temps, alors c'était une somme assez colossale, qui permettra de construire cette digue, puis sachez que ça, c'est dans le texte du bulletin de vote, il faudra temps pour l'entretenir. Et puis c'était, comme c'est bilingue, en contra aussi, et puis ou yes or no, et les électeurs ont été amenés à dire s'ils voulaient ou ils ne voulaient pas leur digue. Je ne connais pas le résultat du vote, mais en même temps, s'ils ne voulaient pas leur digue, vous pouvez construire quand même, mais il n'y a pas d'assurance. Le long du Mississippi, il n'y a pas beaucoup d'assurance. Alors c'en est au point où il y a des gens qui construisent quand même, mais se font des digues personnelles. Des digues, une vraie digue autour de la maison. Mon collègue Giban a vu les photos, elles sont assez hallucinantes. Des digues personnelles. Mais il y a quelques années, le Mississippi est monté de 10 ou 15 mètres. Oui, ça va vite. Au-dessus des digues, là, je crois. Oui, oui. Et il redescend aussi vite, ce qui fait que la légende de le Mississippi dit que les poissons restent en l'air quand le Mississippi descend. Mais ça, j'y crois pas.
Voilà. Mais je vous jure que c'est vrai, hein, c'est ce qui se raconte sur les bords. Ouais, non, moi je crois qu'il y a quand même, il faut raison garder, quoi. Je veux dire, il y a un moment où on peut dire ce qu'on veut, c'est pas la loi contre les gens, c'est la loi quand même pour les gens. Hein. Voilà, c'est pas... Là, prévenir que guérir. Ben oui, en gros, c'est ça. Vaut mieux éviter de dépenser. Alors, contrairement à ce qu'on imagine, mais là, je rentrerai dans un autre débat, c'est pas l'inondation qui coûte le plus cher dans le département. C'est le feu. Grosso modo, j'ai fait les calculs sur 40 ans. Alors, évidemment, il n'y a pas eu d'épisode type 40, hein, mais étalé, à mon avis, sur le long terme. On a dépensé à l'hectare brûlé, etc., et les moyens mis en œuvre, on a dépensé à peu près 500 millions d'euros pour éteindre les feux, et ça coûte de plus en plus cher parce qu'ils se produisent de plus en plus près des zones urbaines. Les plans de prévention des risques contre l'incendie devraient être regardés d'encore plus près aujourd'hui que les plans de prévention des risques contre l'inondation. Et alors que les crues et les inondations ont coûté à peu près 150 ou 160 millions d'euros. Mais l'inondation est plus porteuse en termes, j'allais dire, de visibilité sociale et de représentation de l'action des élus. Parce que faire une digue, ça se voit. Quand l'administration fait une digue, que ce soit les élus ou l'administration, voilà, c'est fait. Je le montre et c'est fait. Un feu, hein. Oui, les pare-feux, oui, alors ça c'est encore... Mais ça n'empêche pas les gens de vouloir construire. Regardez les affaires à Mauriac. Hein. En matière de risque, ici, on a des choses intéressantes à voir. Oui ? J'avais une question à vous poser. Vous avez montré dans votre diapositive, dans votre diapo, à plusieurs reprises des barrages, oui, dont celui de Carmanie. Oui, c'était Carmanie. Hein. Le barrage de Carmanie. Et je voulais savoir d'une part si les barrages remplissent leur mission d'écrêtement des crues, et quand je dis crues, c'est crues au féminin, pas au masculin, Carmanie en tout cas. Et voilà. Et d'autre part, est-ce que pourquoi ne fait-on pas de notre faiblesse une force? C'est-à-dire pourquoi aucun des barrages n'est équipé pour produire de l'énergie Là, alors, c'est un vieux débat que donc le monsieur Bénèche, que certains connaissent, a rencontré. Alors, d'abord, est-ce qu'ils font bien leur travail? Je crois que même ne le ferait-il qu'une fois, ils se remboursent. Donc, je vous dirais, oui, ils font leur travail, même si de temps en temps il y a des ratés. Ça dépend aussi de la conduite du barrage au moment de la crue. C'est très complexe. Il faut que le barragiste ait le nez creux, hein. Pas seulement le jet creux, le nez creux, hein. Parce qu'il faut qu'il voit à peu près les vitesses, etc. En 92, le gars, qui est le frère de la secrétaire de mairie de Corvère-les-Cabanes, tous ceux ici, a travaillé, j'en suis encore épaté, parce qu'il a travaillé, je lui ai demandé, il a travaillé intuitivement. Hein. Or, parfois, le pif, hein, ça marche. Hein. Eh bien, il a très bien fait le boulot. Et en fait, je pense que le barrage s'est remboursé en une fois. Donc, je vous dirais volontiers oui. Alors, pourquoi ils ne font pas d'électricité? Ben parce que c'est un peu contradictoire. Il faudrait le barrage pour qu'il soit efficace. Alors, pour que d'abord, il serve à tout le monde. Pour l'agriculture, il faut qu'il soit plein en été et qu'il soit vide à l'automne. Il faut qu'il soit vide à l'automne. Donc, à l'automne, où commence la consommation d'électricité, il faut qu'il soit vide à l'automne, parce que justement, s'il y a une forte pluie en amont du barrage, c'est le moment où il faut le remplir, quoi. Une fois après qu'il est plein, il est plein ou il n'est pas plein. Donc on n'est pas très certain, les crues peuvent se produire au printemps aussi. Donc en fait, on a tout intérêt à le garder pas trop plein pendant l'hiver, et c'est pendant l'hiver qu'on consomme de l'électricité. La deuxième chose, qui peut peut-être être résolue techniquement, ça je n'ai pas posé la question, il y avait une chambre qui avait été prévue, je crois, à Vinça. C'est que, en fin de compte, pour turbiner, il faut quand même maintenir un niveau d'eau assez important, et justement, on l'abaisse très fortement. Et puis il y a une dernière chose, je pense, qui tient à la charge fluviale. Quand c'est le barrage de Grand Maison ou des coins comme ça, les charges sédimentaires sont quand même globalement plus fines. Ici, les charges sédimentaires, c'est du pavé. Hein. Je peux vous dire que j'ai visité le fond du barrage. Hein. Ils ont mis des plaques d'acier qui sont extrêmement épaisses pour protéger les œuvres vives de béton. Et les plaques d'acier, on voit quand même que de temps en temps, il doit passer des sacrées caillasses, hein, parce qu'elles sont comme martelées à certains endroits. Donc,
je crois bon, il faut faire un choix. Hein. Là c'est des barrages qui sont agricoles et anti-crues. Voilà. Voilà. On pourrait faire, évidemment, mais alors il faudrait les gérer complètement différemment, hein, je pense. Et puis, il y en a des barrages électriques, c'est la SHEM, la Société Hydroélectrique, je ne sais plus comment on a, du Midi, qui avait été faite pour le petit train jaune. Hein. Là, oui, là, en montagne, au Bouillouse, ils peuvent faire d'électricité hein, pour le petit train. Même s'il y a plus grand monde dans le petit train, il est joli. Et il y a quand même tout un tas de chutes, de hautes chutes, hein, de moyennes chutes ou hautes chutes, qui peuvent faire d'électricité. Ça, c'est sûr qu'il faut se poser la question, mais les barrages, est-ce qu'on peut en faire partout? C'est pas si simple non plus. Hein. Les pêcheurs sont contents si on met des truites dedans, mais voilà. Hein. Quelle est l'efficacité des bassins de rétention? Ah, effectivement, celle-là, on les a compris. Tout dépend de leur taille. Tout dépend du calcul qui a été fait à l'exutoire. En fait, un bassin de rétention, si dans une crue comme ça, il peut se remplir extrêmement vite. Vous avez compris que 100 mm/h, c'est quelque chose de colossal. Alors vous me direz, le bassin de rétention va monter de 100 mm. Non, de 10 cm, c'est pas vrai, parce qu'il draine toute une zone, et en étudiant d'aménagement pour une commune que je ne dirais pas, le maire lui a dit, le service, je ne sais pas, lui ont dit, voilà, on va faire un bassin de rétention, il faudrait nous dire, etc. En stage, un stage de licence, c'était pas trop grave. Elle dit, oui, on va l'aménager comme ci, on va l'aménager comme ça va être joli, on va planter des plantes autour, c'est très charmant. Je lui dis, dites donc, en cas de débit de surverse, puisque c'était une question de surverse, votre bassin de rétention est rempli en combien de temps? Alors, je lui fais un bref, moi je suis nul en calcul, hein, mais j'ai une calculatrice, je lui fais le calcul, il était rempli en à peu près 10 minutes. Donc, dans ces conditions-là, même si d'un côté un bassin de rétention par définition se vidange, hein, puisqu'en fait c'est une retenue mobile, hein, il aurait servi à rien. En fait, ce qui va dépendre, c'est, par exemple, on a fait un bassin de rétention, le plateau de Torremila, que vous avez vu avec la crue, qui est un magnifique, alors là, je connais l'Ouest américain, c'est un magnifique sheet fluid, hein, c'est-à-dire un flot complètement étalé, c'est pas concentré. Ils ont fait un bassin de rétention, là, du côté de l'aéroport. C'est très bien. C'est très bien. J'espère simplement que, a priori, pourquoi pas, les calculs d'évacuation ont été faits correctement, parce que ces buses à l'avant, elles sont bien, mais encore une fois, nous vivons dans un monde chargé, de ruisseaux chargés, de fleuves chargés. Je veux dire par là que si elles se bouchent, très vite le bassin il est plein et ça ne sert à rien. Donc il y a vraiment... je ne peux pas vous donner une réponse, il y a des coûts. Si vous voulez, si on arrivait à faire un piège à sédiments à la bassin du... Mais là, ça coûte cher, hein, à l'amont du bassin de rétention pour que ce soit des eaux pas trop lourdes, pas trop chargées, pas trop boueuses qui arrivent, s'il est correctement dimensionné, mais il faut vraiment correctement dimensionner, je ne dis pas qu'il ne servent pas, bien au contraire. Mais il faut pas... C'est comme les digues. On ne peut pas attendre tout d'une solution ou de 2 solutions ou de 3 solutions cumulées. C'est un ensemble de facteurs. Les digues, par exemple. Il y a une thèse qui s'est soutenue par Stéphanie Desfossés à Montpellier, et elle montre très bien, cette thèse, que, en fin de compte, il y a aussi un coût global pour la société, et que, par exemple, prévenir un accident cinquantennal, c'est trop cher. C'est trop cher, Gourbeville montrant qu'en fin de compte, une digue qui est prévue pour un accident cinquantennal n'a pas 100% de chance d'être dépassée lors de l'accident cinquantennal. Donc, on peut descendre, en fait, descendre à vingtennal, parce que le coût est supportable pour la société. Il y a quand même, ça coûte cher, hein, les digues. Hein. Puis c'est pas seulement la digue, c'est l'entretien après. Hein. Et au-delà, je pense qu'on peut protéger jusqu'au vingtennal sans trop de problèmes. Au-delà, il faut envisager autre chose. Et ce n'est pas le bassin de rétention qui protège, là. Le bassin de rétention, ça fait partie des accidents vingtennaux. Pour l'accident cinquantennal, vaut mieux éviter de se mettre dans les endroits qui sont les plus menacés.
Et puis pour l'accident biséculaire, là je sais pas ce qu'on fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, les carottes sont cuites. Voilà. Non mais, il y a un moment... alors par contre, il n'est pas bon, je le dis, de prendre... parce qu'évidemment, il y a des enjeux là-dedans. Quand vous voyez quelqu'un de la DTM, il vous dira toujours l'accident à 40. Oui, mais on ne peut pas... alors, pas protéger contre 40. Vraiment, on ne peut pas. Alors, pourquoi on dit 40, alors, dans ce cas-là? Ben parce que, comme ça, l'administration, elle cherche à se couvrir. Elle dit, regardez, je vous ai dit qu'il ne fallait pas... j'ai pris comme niveau de référence, comme crue de référence 40, donc j'ai fait votre plan rouge en fonction de la crue de référence 40. Donc, si vous faites autre chose, c'est-à-dire que vous construisez dans la zone bleue ou rouge, peu importe, vous aurez fait une bêtise. En fait, l'administration a tendance à se protéger autant qu'à protéger. C'est pas méchant hein, de la part de l'administration, mais elle se protège un petit peu autant qu'elle a tendance à protéger les citoyens. Quand par exemple vous avez, moi je vais au Conseil national des universités une fois, puis je vais à la gare, elle m'en a appris, il y avait un panneau juste devant route barrée, inondation, route barrée, c'était pas près de Saint-Assis, vous savez, à côté de l'immeuble EDF. Bon, le panneau route barrée était juste à l'endroit où il y avait l'eau. Mais en fait, on n'a pas mis route barrée pour dire qu'il y avait de l'eau. Si vraiment vous avez voulu gérer la crise, il fallait le mettre 500 mètres plus loin. Mais en le mettant là, si la personne s'engageait, elle avait tort, et donc l'administration était couverte. Voilà. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a quand même des attitudes incroyables. Je veux dire, je suis très désolé pour l'histoire qui est arrivée, cette dame qui s'est engagée sur le gué, mais on ne s'engage pas sur un gué. C'est dramatique, je veux dire. Là, il y a un défaut d'éducation. Hein, là, il y a des cellules là, il faut d'ailleurs que je fasse quelque chose pour eux. Il y avait Crouchant 2 dans le temps que tu as peut-être connu, qui s'occupait de ça. Moi, mon idée n'est pas tout le temps de coller les élèves, il faut mieux qu'ils apprennent l'orthographe et le calcul à l'école primaire, mais il y a au moins une part, peut-être, d'exercice une fois chaque année, peut-être une journée plutôt que de gâcher des journées à aller ramasser les ordures sur les bords de la tête. Moi, je vois ce qu'ils font en Californie hein, pour les tremblements de terre, ou à La Réunion même. Il y a quand même une éducation au risque qui manque un petit peu ici. Hein. Alors si, on en fait, mais on s'est noyé, si j'ose dire, dans des tas de trucs différents. Et alors, un jour, c'est on ramasse les sacs plastiques sur les bords de la tête. Un jour, c'est... je crois qu'il faut cibler des actions qui sont prioritaires. Voilà. Et ça, c'est mon côté pédago. Hein. Voilà. Merci.